Bonjour à tous, c'est un plaisir et toutes. C'est un plaisir de vous voir cet après-midi et discuter des obstacles pulmonaires et de notre ami le ventricule droit. Alors j'ai un conflit d'intérêt qui est que je suis cathétériseur, donc je vais vous parler quand même de ce que je fais le plus et de voir comment on peut traiter les obstacles et quels obstacles il existe dans le ventricule droit. Alors de manière simple, on va voir des obstacles natifs, les obstacles résiduels après la chirurgie ou le cathé, et les obstacles iatrogènes. Dans les obstacles natifs, Ségolène a parlé des abscisses, donc ça, je ne vais pas en parler. Je vais parler un peu de sténose valvulaire pulmonaire. Je pensais qu'on parlerait plus d'Epstein, donc j'en parlerai pas trop non plus, du Fallot. Dans les obstacles résiduels, on va parler des obstacles post-cathé ou post-chirurgie, et puis on va parler du cerclage et des obstacles hyperaigus que j'ai appelés obstacles iatrogènes. Ça, d'autres comme moi en parlent beaucoup mieux. Donc, l'anatomie du ventricule droit, c'est la taille de la tricuspide. Moi, jusqu'à il y a 10 minutes, je pensais que c'était quand même un bon marqueur. Il y a aussi les trois parties du ventricule droit, la partie de l'inlet, l'outlet et la partie trabéculée. Et on verra que dans certaines sténoses valvulaires pulmonaires, on a l'impression que le ventricule droit est très petit parce qu'il est très, très hypertrophié, mais pas tant que ça. Et puis, il y a l'hypertrophie. Je ne sais pas si on vous en a parlé ce matin, mais il y a aussi, je pense, dans l'évaluation du VD et surtout le VD qui est contraint un degré de fibrose qu'on peut voir à l'IRM ici en dessous et qui va expliquer le comportement de certains ventricules droits en termes de fonction diastolique. Donc les ventricules droits très fibreux auront une fonction diastolique très altérée. Et puis il y a le sacro-saint VD restrictif avec l'onde A présystolique. Et là, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je pensais aussi que c'était le facteur prédictif du VD restrictif, l'onde A présystolique. Mais quand on lit les derniers articles qui sont sortis, l'onde A présystolique n'est finalement peut-être pas tellement le signe du VD restrictif. Et puis l'évaluation, Sadiala vous en parle mieux que moi, c'est l'évaluation échographique. Le scanner pour évaluer la nature des obstacles, de l'obstacle, que ce soit du tronc de l'arpé ou des branches pulmonaires. Et puis l'IRM, volume, fonction, et puis qui nous indique la fuite pulmonaire. Si on parle des obstacles natifs, si vous voyez ces deux images de loin, peut-être même de près, elles sont pas tellement différentes. Et pour moi, pourtant, ça change tout. Sur cette image-là, vous avez une sténose valvulaire pulmonaire. Je ne sais pas s'il y a un pointeur. Et vous voyez, il y a un tout petit pissou là. Et sur l'autre image, il n'y a pas du tout de pissou. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Et donc, il y en a une. C'est un patient qui a une sténose valvulaire pulmonaire critique, ici. Et l'autre, c'est un patient qui a une abscie. Alors, en plus du fait que techniquement, c'est beaucoup plus difficile d'ouvrir une abscie parce qu'on peut perforer l'infundibulum, qu'en perforant, on peut aller faire des lésions du tronc de la paix. C'est des patients qui se comportent quand même très différemment. Et donc, Ségolène vous a parlé de l'abscie, donc je ne vais pas vous en parler. Moi, je vais vous parler de la sténose valvulaire pulmonaire néonatale. Le traitement, il est indiscutable. C'est la dilatation en ballon, même si Olivier nous dit qu'il pourrait sûrement bien les traiter par chirurgie. Une sténose valvulaire pulmonaire critique, je pense qu'il n'y a pas de doute, pas de débat, c'est la dilatation en ballon. On a toujours dit jusqu'à il n'y a pas longtemps qu'on s'en fichait de la taille de l'anneau et du ballon et qu'on pouvait être très large en termes de choix de ballon et qu'on pouvait aller au-delà de 100% de l'anneau pour avoir une levée de l'obstacle. Et donc, un bon cathétériseur, ça dilate avec un bon gros ballon pour avoir une bonne levée de l'obstacle. Et on a toujours dit que la fuite pulmonaire, c'était pas si grave et qu'en post-procédure immédiate, la fonction diastolique est très altérée. Ici, vous voyez un patient qui a malheureusement pas survécu, qui a une grosse hypertrophie du VD. Et donc, fonction diastolique du VD altérée, ça veut dire qu'il ne se remplit pas bien, ça veut dire qu'il faut accepter une désaturation modérée en post-dilatation, les laisser rentrer à la maison avec 87 s'ils grossissent, s'ils grandissent, et puis leur donner des bêta-bloquants s'il y a un obstacle infundibulaire. Et donc, voilà un petit exemple de sténose valvulaire pulmonaire. Vous voyez au niveau du trait une valve très épaisse qui s'ouvre en dôme. Et puis, finalement, on met un petit guide coronaire, on va le dilater avec un ballon, et vous allez voir la levée de l'encoche dans un petit instant. Voilà, là, on voit la levée de l'encoche. Et puis, on contrôle, on a levé l'obstacle, on voit que la pression dans le ventricule droit est basse, et voilà, c'est terminé. Et puis, quand on regarde le long terme des sténoses valvulaires pulmonaires, ça, c'était une série américaine, on voit qu'il y a un petit nombre de patients qui ont quand même besoin d'une deuxième dilatation. C'est surtout les bébés qui ont été dilatés avec un très petit poids, sans doute parce qu'on a utilisé un plus petit ballon.
qu'il y en a quand même parfois qui ont besoin d'une chirurgie pour lever l'obstacle complet. Et surtout, plus intéressant, dans cette série, il y en a quand même 3% qui ont besoin d'une chirurgie pour une fuite valvulaire, une fuite pulmonaire symptomatique. Quand on regarde une série rétrospective de Necker sur les sténoses valvulaires pulmonaires néonatales critiques, on avait regardé 200 malades, on voit que 20 malades ont dû avoir une seconde dilatation pour obstacle résiduel et qu'il n'y a que 4 malades qui avaient un VD qui à l'époque semblait trop petit et qui ont eu un stenting du canal artériel. Donc dans la grande majorité des cas, on peut dire à quasi 100% des cas, une sténose valvulaire pulmonaire, ça ne se traite pas en associant un shunt supplémentaire ou un stenting du canal, un peu de patience et le VD va se détendre. Et donc, comme je vous disais, le but de la dilatation, c'est on lève l'obstacle et la fuite pulmonaire, c'est pas grave, allons-y avec un gros ballon. Et puis alors, on voit des malades comme ça arriver. Ça, c'était une dame âgée de 70 ans qui a un VD à 200 ml/m², qui a été commissurotomisé chirurgicalement dans la petite enfance et avec un VD énorme. Donc en fait, finalement, c'est peut-être pas 130% de l'anneau qu'il faut, et il faut lever l'obstacle sans fuite et avoir un ballon qui est comme dans une dilatation de valve aortique, finalement, à 100% de l'anneau, et de juste se contenter de lever l'obstacle ou avoir un petit obstacle résiduel, c'est pas grave. Alors, les tétralogies de Fallot extrêmes, on peut être amené à les traiter par cathétérisme quand ils sont tout petits. Si l'échographiste est absolument certain, et ça arrive peut-être 1 ou 2 fois par an qu'il y a un obstacle valvulaire seulement, on peut les dilater, le temps de les confier au chirurgien quand ils sont un peu plus grands, ou bien on peut stenter la voie VDAP quand il y a un obstacle infundibulaire sévère. Ça se fait dans beaucoup d'endroits dans le monde. Nos chirurgiens à nous, ils disent que c'est pas bien. Parce qu'ils disent que quand ils doivent enlever le stent, l'effet sur l'infundibulum est délabrant et qu'ils doivent resséquer beaucoup plus l'infundibulum. Donc ça, j'entends ça. Et donc, c'est pour ça qu'à Necker, on ne fait pas trop ça. Ici, vous voyez une image de stenting de l'infundibulum. Alors, quand on parle d'obstacles résiduels, je ne vais volontairement pas vous parler de la valvulation pulmonaire percutanée, parce que ça sera traité demain. Je pense qu'il y a encore une place pour le stenting de la voie droite avec un stent nu. Ici, vous voyez un cœur explanté grâce à Lucile, et pas explanté grâce à Lucile. Vous voyez la photo que Lucile m'a donnée, avec une grosse hypertrophie du ventricule droit sur un conduit qui était trop petit. Et donc, les enfants souffrent parfois de sténose sévère des conduits. Et donc, on peut leur mettre un stent nu. Ça s'est fait depuis des années. Et avant d'avoir la valve, c'était quand même un très, très bon traitement. Ça permet de lever l'obstacle et d'augmenter la longévité des conduits. On crée ou on majeure une fuite pulmonaire, c'est possible, mais on sait que c'est pour un temps limité. Et c'est encore d'application chez les petits enfants pour retarder la chirurgie et en alternative à la valvulation. Ça, c'est un graphe, parce que même si je ne peux pas parler de valvulation pulmonaire, je vais quand même vous montrer un graphique sur les résultats de la valvulation pulmonaire percutanée dans des toutes grosses séries américaines. Et vous voyez que ceux qui ont le moins bon résultat, c'est les enfants. C'est la courbe du bas en noir. Ils ont des moins bons résultats parce qu'il faut réintervenir pour les revalver, pour redilater la valve qu'on a mise, mais aussi parce qu'ils font plus d'événements, genre endocardite. Donc, ne valvons pas par voie percutanée des enfants qui ont un ventricule droit qui est contraint et hypertrophié. On peut les stenter. Ça évite le risque d'endocardite. Ça évite de commencer le chronomètre pour la prochaine valve. Ça évite d'utiliser des très, très gros introducteurs qui peuvent être délabrants dans des petits vaisseaux. Et si le ventricule droit n'est pas dilaté, mais seulement hypertrophié, c'est une bonne alternative. Et ici, voilà un exemple d'un enfant qui a déjà été opéré à de multiples reprises, qui a un conduit qui est très sténosé et qu'on peut traiter avec un stent nu. Alors, on a l'habitude de dire que la valvulation pulmonaire percutanée, c'est très à risque parce qu'on peut déchirer les conduits, on peut comprimer les coronaires et que le stenting de la voie droite, finalement, c'est que mettre un stent. Eh bien non. Quand on met un stent dans une voie droite, on peut aussi comprimer les coronaires et on peut aussi déchirer le conduit. Donc, c'est quand même une procédure à risque. Et puis, vous avez des sténoses complexes de la bifurcation avec des ventricules droits qui tolèrent ça très mal. Et ici, vous voyez, c'est un enfant qui avait, comme si on lui avait mis 2 cerclages sur chaque AP en post-chirurgie. Ce n'était pas voulu, hein, bien sûr. Et donc, on a stenté les deux artères pulmonaires. Là aussi, pas en se disant que c'est une destination thérapie, mais c'est parce qu'on en a discuté avec le chirurgien et le chirurgien a dit, bon, là, on l'a opéré récemment, vas-y, stent-le et on le réopérera dans un second temps. Et puis alors, vous avez les patients qui ont des obstacles très, très rapides, d'homogreffes ou de conduits chirurgicaux mis en place. Ici, c'est un patient qu'on a eu
en salle de caté il n'y a pas très longtemps. Vous voyez qu'il y a un obstacle très, très serré à l'anastomose distale de l'omogreffe. Et ceux-là, ils ont un ventricule qui est très contraint, mais qui s'hypertrophie et qui se dilate aussi. Et donc, quand on a un obstacle qui progresse rapidement, il est parfois assez mal toléré. Et donc, ce patient a été traité par caté, essentiellement pour lever l'obstacle. Et puis les obstacles iatrogènes, c'est quoi? Donc vous connaissez tous le cerclage, vous connaissez tous le concept du cerclage dilatable. Ça, c'est un exemple, c'est Régis Baudin qui m'avait fait un exemple de cerclage dilatable. Et donc on utilise les cerclages dilatables dans les syndromes de coarctation, dans les CIV musculaires, où on se dit un jour elle va se fermer ou un jour elle pourra se fermer au caté, et dans les CIV multiples, et aussi dans les CMD. Alors ici, vous voyez, grâce à Lucille toujours, un cœur explanté avec une grosse hypertrophie du VD chez un patient qui avait des CIV multiples qui a été cerclé. Et donc, le but du cerclage du VD, c'est quoi? C'est que ça va bien sûr réguler le débit pulmonaire, ça va créer une hypertrophie myocardique qui va favoriser la fermeture des CIV, mais à un moment donné, les enfants, ils grossissent, l'hypertension dans le ventricule droit devient suprasystémique et on peut avoir des dysfonctions systoliques ou diastoliques. Et donc, on dilate les cerclages quand la CIV s'est fermée ou au moment où on veut fermer la CIV par voie percutanée. Et donc, vous voyez un exemple de cerclage ici en place qui est assez serré. On le dilate et cette fois-ci, on ne le dilate pas avec le ballon gentil qu'on utilise pour la dilatation valvulaire pulmonaire. On l'utilise avec un ballon beaucoup moins souple et beaucoup moins compliant. Et ici, vous avez le résultat de la dilatation. On voit encore une encoche en postérieur. Mais quand on avait revu il y a quelques années les résultats de dilatation de cerclage, malgré l'encoche, les enfants grandissent sans gradient et en général, ça se passe bien. Et donc ça, c'était l'étude qu'on avait faite il y a une petite dizaine d'années, 28 patients dilatés. Sur ces cerclages dilatables, il y en a 4 qui avaient eu des chirurgies, un pour un obstacle résiduel, un pour une fermeture de CIV, un pour un double switch et un pour une défaillance du ventricule droit avec fuite tricuspide malgré le décerclage et obstacle modéré, et il était mort de sa défaillance du VD. Mais la dilatation du cerclage, ça ne se passe pas toujours si bien. Parfois, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Et donc ça, c'est un enfant qui avait déjà été dilaté d'un cerclage et qui gardait une encoche. Et donc, on s'est dit, on va le redilater. Et je l'ai dilaté avec un ballon gentil. Puis, il y avait encore un gradient. Là, je me suis dit, non, je vais prendre un ballon encore plus costaud. Et puis, ça s'est pas mal passé, la procédure. Mais si on regarde, et en fait, j'ai regardé après, quand on m'a dit que l'enfant avait un épanchement pleural, ici, en fait, j'ai fait une effraction de la P. Et donc, une fois qu'il avait l'épanchement pleural, on l'a mis au bloc opératoire avec Régis. Et en fait, je lui avais ouvert la P. Comme une tirette, quoi. Et donc, le cerclage, il est dilatable, mais comme on en discute souvent avec les chirurgiens, il ne faut pas le dilater trop tard, parce que sinon, on peut faire des lésions de l'artère pulmonaire. Ici, c'est un autre patient aussi, cerclage très serré, âgé, 8-10 ans. Et donc là, je lui avais mis un stent, parce que, si vous regardez sur la diade du milieu, il y avait aussi une petite effraction. Et donc, après avoir eu ça 2 fois, quand on a des cerclages très serrés, ça c'est une patiente de 15 ans qui vient avec un cerclage très serré et vicieux. Cette fois-là, je lui ai mis un stent immédiatement avant de faire l'effraction pour éviter cette effraction. Et donc, quand les patients ont des cerclages très anciens, très serrés, sans doute qu'il faut mieux les stenter à distance de la valve, évidemment, pour ne pas abîmer la valve, pour lever le cerclage. Et puis le sujet un peu chaud du moment, je me suis dit qu'on pouvait se faire plaisir, c'est le cerclage dilatable dans les cardiomyopathies dilatées. Et donc ce ventricule droit dont tout le monde dit qu'il est si gentil, etc., et bien là, il va faire le travail du ventricule gauche. Donc en cerclant les malades avec des CMD très sévères, on va faire un shift du mouvement du septum interventriculaire du ventricule droit qui va devenir contraint. On va avoir donc une amélioration du remodelage. On va diminuer en même temps c'est un peu nouveau. Pas trop, monsieur Cachener, un peu. Donc, on va avoir une diminution de la précharge du VG. Et grâce à la diminution de la précharge du VG, du shift du septum interventriculaire, on va avoir, et là, ça c'est pour les gens intellectuels de la salle, tous des mécanismes moléculaires
qui sont supposés encore, on ne les connaît pas encore tous, hein, voilà, qui va avoir un remodelage bénéfique du ventricule gauche également. Et donc, ce petit ventricule droit dont on a dit qu'en fait, il était à la retraite après la naissance, il est quand même parfois bien utile. Et donc ici, vous avez des images, c'est Diala qui m'a donné ça, d'un patient avec une CMD très très sévère qui a été cerclé. Vous voyez, ça c'est à 6 mois, c'est à 1 an du cerclage, donc il a récupéré. Il est très bien, mais là, maintenant, se pose la question, il a une PVD suprasystémique, donc il faut le décercler. Un peu, combien, pas trop. Et donc ça, c'est après la dilate de cerclage qu'on a fait graduellement pour avoir 50% de la PVD. Ça, c'est aussi l'expérience de Necker et que Diala et Elena ont publié il y a 2 semaines, je dirais. C'est 10 patients avec des CMD très sévères qui ont été cerclés. Il y a 2 décès à distance du cerclage, à 2 mois du cerclage. Et vous voyez qu'il y a une bonne récupération de la fonction du ventricule gauche. L'expérience mondiale, c'est 70 malades. Et vous voyez que si on regarde les 70 malades, il y en a quand même 34 qui ont récupéré et 27 qui ont pu être décerclés. Donc, c'est quand même sexy, je trouve. Mais il y a encore des questions dont moi, personnellement, je n'ai pas la réponse. C'est est-ce que c'est une destination therapy? Est-ce que c'est un bridge therapy? Donc, est-ce que c'est avant la transplante? Non, s'ils ont récupéré, c'est très bien. Mais alors, on va les décercler? Oui, mais quand? Un peu? Beaucoup? Combien? Donc ça, on n'a pas encore les réponses à ces questions-là. Oui, mais la vie, c'est un bridge therapy. C'est sûr. Et pour terminer, on va parler des endocardites de la voie droite. Alors, c'est clair qu'il y a des endocardites qu'on connaît tous de la mélodie, qui ont des présentations dramatiques, mais pas que. Il y a aussi des endocardites de conduits chirurgicaux qui ont des présentations dramatiques. Et donc, ils se présentent de manière hyper aiguë avec un choc très sévère mixte, septique et obstructif, puisque la voie droite est obstruée. Et ici, c'est un patient qu'on a eu récemment avec le VD à plat sur une endocardite de conduit chirurgical. Et puis ici, vous avez une image d'une mélodie avec quasi complètement thrombosée par la végétation. Et donc là, ça arrive quand même. Je réponds à M. Cachaner en même temps. Ici, vous avez l'image de ce patient dont je vous ai montré l'échographie juste avant, qui avait le ventricule droit arrêté. Et en fait, vous voyez à l'angio que la voie droite, elle est complètement obstruée par un énorme thrombus qui est là. Le truc blanc là. Et donc, j'en veux pour preuve que ce n'était pas une mélodie. Il n'y a pas de mélodie, c'était donc bien un conduit chirurgical. Et vous voyez qu'on lui a mis un stent couvert pour comprimer l'obstacle et le thrombus. Pourquoi un stent couvert? Pour plutôt aplatir le thrombus dans la voie droite plutôt que de l'emboliser dans les poumons. Et donc, 24 heures plus tard, il a récupéré une fonction du ventricule droit acceptable, suffisamment en tout cas pour faire de la chirurgie dans un état non septique. Alors, on a 16 patients qui avaient des endocardites de la voie droite avec présentation hyper aiguë, qui ont été traités par cathé. Ils étaient, pour la grande majorité, encore septiques pendant le cathé. La majorité ont été stentés et ça a permis de faire de la chirurgie, on va dire, en dehors de l'épisode aigu infectieux avec un ventricule droit qui avait récupéré. Et donc, en conclusion, je dirais que le ventricule droit, dans un obstacle, il est parfois petit, il est très souvent hypertrophié, il est parfois dilaté, mais ça, c'est le signe qu'il ne va vraiment pas bien. La dysfonction diastolique est très fréquente. Et alors, pour reprendre l'image du séminaire, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Donc, ça, c'est clair qu'on a surtout besoin du ventricule, surtout quand on montre qu'il peut être très costaud et aider le ventricule gauche quand il défaille. Et donc, il faut le protéger. Je vous remercie.